Bonsoir à tous et bienvenue à cette session d'information. Voici les titres de l'actualité de ce mardi 17 octobre. La RDC bien représentée en Angleterre pour un forum sur le commerce et les investissements. Le rendez-vous économique connaîtra la participation de l'intelligentsia économique congolaise. Le vice-premier ministre en charge de l'économie, Vital Kamerhe, et le ministre de l'Industrie participeront à l'ouverture des travaux ce mercredi. À la une également, la production de l'or est à double visage au Ghana et en Afrique du Sud. Elle est ascendante du côté de l'ex-Gold Coast et elle est en baisse du côté de la nation arc-en-ciel. Bonsoir à tous. Les élections auront bel et bien lieu en décembre prochain en République démocratique du Congo. C'est Denis Kadima qui l'a confirmé. Invité dans le média français TV5 Monde, le président de cette instance chargé d'organisation des élections en RDC balaye le pessimisme de certains de ses compatriotes. Mais l'assurance de Kadima suscite déjà des réactions des uns et des autres. Suivez. Depuis quelques jours, il y aurait des spéculations dans la ville et surtout parmi les hommes politiques selon lesquels il y aurait un éventuel report des élections. Le président de l'instance chargée de l'organisation des élections de décembre 2023, Denis Kadima, confirme que le scrutin auront bel et bien lieu en RDC en décembre prochain à la date prévue et cela conformément à son calendrier publié en novembre 2022. Êtes-vous sûr, pouvez-vous garantir ce soir qu'il y aura bel et bien des élections en décembre prochain en RDC? Quand les gens évoquent un report, c'est simplement parce que c'est un des scénarios possibles dans tout projet. Dans le projet électoral, vous pouvez envisager un report. Mais moi, je peux vous dire que nous sommes en voie vers la tenue des élections tel que prévu dans le calendrier. Une sortie médiatique qui n'a pas laissé indifférents les acteurs politiques. Certains sont rassurés et d'autres par contre restent pessimistes quant à ces. C'est de bonnes élections que les Congolais veulent. Les Congolais veulent que leur choix, cette fois-ci, soit respecté. Donc, quant au respect du délai, c'est important, mais la transparence est encore plus importante que le respect du délai. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de liste définitive des candidats présidents de la République, candidats députés provinciaux et les candidats conseillers municipaux. On n'a pas encore fini à traiter les contentieux. S'il y en aura, le collectif 24, d'autres partenaires, nous allons faire une analyse succincte pour montrer à l'opinion que techniquement, c'est impossible dans 2 mois qu'on nous organise les bonnes élections. S'agissant de l'organisation des élections dans les zones en proie aux groupes armés, Denis Kadima a laissé entendre que son institution est en discussion avec les ministres de l'Intérieur et les gouverneurs du Nord Kivu afin de pouvoir évaluer la situation. Parlons toujours du processus électoral. La délégation de la SADC est à Kinshasa pour une mission électorale et non pour décider de la tenue ou non des élections au Congo démocratique. C'est la mise au point du gouvernement congolais. Patrick Muyaya, ministre de la Communication et porte-parole de l'exécutif national, précise qu'en dehors de la SADC, il y aura bien d'autres délégations qui viendront pour la même cause. Suivez. Y revenir. Lorsqu'un pays se prépare à organiser des élections, il y a ce que vous connaissez souvent qu'on appelle des missions d'observation. Les missions d'observation viennent des organisations régionales et des pays ou des organisations comme l'Union européenne, etc. C'est le cas par exemple de la SADC. Avant chaque élection, il y a ce qu'on appelle, moi j'en ai fait partie, en anglais on les appelle Pre-Assessment Mission. Ça veut dire une mission des experts qui vient prendre la température. C'est pas la SADC comme j'ai vu certains écrire que la SADC va décider si les élections vont être organisées ou pas. À quel titre? La SADC vient regarder comment les élections se préparent en discutant avec les différentes parties prenantes, les entendre parce que c'est tout l'écosystème qui est passé en revue et s'il y a des conseils et des suggestions, il les donne. Moi qui vous parle, en 2015, j'ai fait partie d'une mission au Nigeria. J'ai eu l'occasion de voir le président Buhari, à l'époque il était candidat, et d'autres responsables, notamment religieux au Nigeria, pour poser des questions, s'il y avait des risques, prodiguer des conseils et voir dans quelle mesure le processus peut aboutir. Mais nous n'avions pas, nous, une décision particulière. Et donc, Batubako Sanate, Sadek Ezaka Bango Mokote, Ezanaba Monsieur Belezoya, Pekoya, pour nakotala nengeni nitozolenge l'élection. Fabrice Bako Sayote, élection le 20 décembre.
batubati kakoluka hein raccourci pour maponami salamate nalobaki awa devant bino que dialogue obiso tozozela. Que les gens ne se laissent pas duper. La SADC n'est pas la seule mission. Il y aura d'autres missions qui arrivent et viendront pour voir comment nous organisons les élections. Il y a élection le 20 décembre. Que les gens cessent de chercher des raccourcis pour que les élections n'aient pas lieu. C'est le seul dialogue que nous attendons avec le peuple congolais. Vous le savez, la Cour constitutionnelle a poursuivi le procès mettant en cause l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo dans l'affaire dite Bukanga Lonzo. C'était ce lundi. Matata Ponyo n'a pas comparu lui-même physiquement et ses avocats ont présenté à la Cour le rapport médical de son état de santé qui nécessite une prise en charge à l'étranger. La Cour n'a pas pris en compte ce rapport et a décidé de le poursuivre par défaut, demandant au Conseil de l'ancien Premier ministre de se retirer de la barre. Patience Lokek. Le procès sur l'affaire Bukanga Lonzo, dont l'ancien Premier ministre Matata Ponyo est impliqué, s'est poursuivi ce lundi 16 octobre à la Cour constitutionnelle. Ce, malgré l'absence physique de Matata Ponyo à l'audience. Une absence, selon ses avocats, est justifiée en raison de son état de santé qui nécessitait des soins appropriés à l'étranger. Et conformément à la Constitution, si c'était un théâtre, on n'aurait pas ramené ces rapports médicaux. Nous connaissons chez nous, il arrive de fabrication des documents. Ici, il s'agit d'un hôpital sérieux de l'étranger qui retrace la situation sanitaire calamiteuse de M. Matata. La Cour constitutionnelle, qui avait exigé à la séance dernière la comparution impérative du prévenu Matata Ponyo, a rejeté la demande présentée par ses avocats par rapport à un autre rapport et a décidé de la tenue de la prochaine audience avec ou sans les sénateurs. La Cour a reçu la demande du prévenu même absent et comme elle l'a souligné la fois passée, il est un impératif, et surtout que c'est une cour constitutionnelle, que les prévenus, parce qu'ils sont nombreux, soient fixés le plus rapidement possible sur les sorts qui leur est réservé dans ce procès. Aujourd'hui, la Cour rejette la demande présentée par les avocats du prévenu Matata et retient le défaut en son égard. Signalons que la Haute Cour a renvoyé cette affaire dans les délais de la loi. Matata Ponyo et Gobler sont accusés des détournements de fonds de plus de 115 millions de dollars à travers des avantages financiers indus, des surfacturations, la création des sociétés écrans ainsi que des détournements de procédures administratives. Matata Ponyo et Deogracias Mutombo sont également accusés d'avoir omis de verser 89 millions de dollars destinés à la construction du marché international de Kinshasa. Autre chose, le Brésil se dit prêt à travailler avec la République démocratique du Congo et ce, dans beaucoup de domaines, entre autres dans le secteur de la défense. Ce sont les mots de l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire brésilien Roberto Parente. Il a déclaré devant la presse juste après avoir été reçu par le vice-premier ministre en charge de la défense Jean-Pierre Bemba. Suivez. On a parlé surtout de les relations entre la RDC et le Brésil. Il y a beaucoup de thèmes, beaucoup de sujets qu'on peut coopérer. Dans le domaine de la défense, bien sûr, mais de l'aviation, c'est autre domaine important. Et le Brésil est ouvert pour la coopération, pour la collaboration avec la RDC. Je pense que on a parlé de manière générale de toutes les possibilités et des potentiels qu'on a pour développer les relations entre le Brésil et la RDC. Oui, on peut collaborer, mais
on n'a pas parlé des détails de ce type de collaboration. C'est quelque chose que on doit penser. Ça dépend un peu de travailler pour développer ce type de collaboration. C'est pas quelque chose qu'on peut faire dans la semaine prochaine. C'est quelque chose pour les longs temps. Mais oui, on a parlé. Comme je dis, notre potentiel est immense. On a beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses. Et surtout, le Brésil est ouverte pour les demandes de la RDC, pour aider, pour écouter et pour recevoir. Nous sommes des pays amis et très similaires. On peut collaborer beaucoup, je suis sûr. Je l'avais annoncé en titre, Londres abritera les 18 et 19 octobre le forum sur le commerce et l'investissement entre le Royaume-Uni et l'Afrique de l'Ouest et centrale francophone. Pour la toute première fois, la République démocratique du Congo va participer à ce grand rendez-vous économique. Une importante délégation gouvernementale et des chefs d'entreprise conduite par le vice-premier ministre, ministre en charge de l'économie Vital Kamerhe, dans laquelle on retrouve également le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, représente le pays. Parlons sport. À présent, le gouvernement de la République démocratique du Congo, à travers son porte-parole Patrick Muyaya, a éclairé l'opinion sur le dossier relatif au tout-puissant Mazembe, qui a vu son match contre l'Espérance de Tunis pour le compte de l'African Football League être délocalisé par la CAF en Tanzanie, répondant ainsi aux accusations du club noir et blanc de Lubumbashi qui a accusé le gouvernement de blocage de matériel de diffusion et de blocage de refus de l'octroi de visa des officiels de la CAF. C'était au cours du briefing hebdomadaire. Suivez Patrick Muyaya dans cet extrait qui a été choisi par Blest Kozola. D'abord, il faut savoir que le président de la République est le premier sportif congolais et que toutes les questions qui touchent les secteurs sportifs, c'est des questions qui suivent personnellement. En annonçant ces briefings, j'avais pris la précaution, parce que je savais que cette question arriverait d'une manière ou d'une autre, j'ai pris la précaution de parler au ministre Kabulo, qui s'occupe des léopards, qui est dans la délégation des léopards seniors au Portugal. Il m'a apporté quelques éléments de précision. Je lui ai demandé de faire un communiqué. Il y a un communiqué qui m'a envoyé, que je ne saurais pas vous lire parce qu'il est long. Et en synthèse, qu'est-ce qu'il m'a dit? D'abord, au-delà du fait que le gouvernement prend en charge la participation des équipes, quelle que soit leur catégorie ou leur propriétaire, parce que je sais que c'est ça la pensée derrière, ils sont pris en charge dans leur déplacement par le gouvernement. Et que jusqu'à il y a quelques heures, comme des coutumes, lorsqu'il s'agit d'importer du matériel qui vient de la CAF pour la couverture, ça peut être du matériel publicitaire, etc., la FECOFA saisit le ministère, qui à son tour saisit la DGDA pour demander un enlèvement d'urgence. Dans les communiqués que je viens de recevoir, ce n'est que cet après-midi, dit le communiqué, du 16 octobre, que le gouvernement a reçu un courrier du comité des normalisations de la FECOFA relative à la demande pour un match qui doit se jouer dans une semaine, pour qui la CAF a déjà pris la décision de délocaliser. Et donc, si le gouvernement a été saisi aujourd'hui, le 16, pour un enlèvement d'urgence, alors que la FECOFA a déjà décidé, que voulez-vous que le gouvernement fasse? Et pourquoi alors le gouvernement s'émettrait, alors que nous sommes tous derrière la promotion de nos jeunes à travers les sports, s'émettrait à combattre une équipe? Alors, il faut dire à ceux-là qu'il y a des sujets sur lesquels il faut faire la politique, mais ne faisons pas la politique pour le sport. Parce que lorsque nous, on a organisé les Jeux de la francophonie, on aurait pu nous jeter les fleurs pour l'organisation, mais nous avons considéré que c'était un événement national. Lorsque le président de la République va au stade voir le match qualificatif, je présume qu'il y a dans l'équipe nationale des joueurs qui viennent du tout-puissant Mazembe. Et donc ici, il faut faire une trêve de politique. Et lorsqu'il y a des questions administratives auxquelles vous devez
répondre, ce n'est peut-être pas de la responsabilité de l'équipe, mais peut-être c'est la CAF ou la FECOFA qui n'a pas saisi à temps le ministère, alors il faut cesser de mettre de la politique là, il faut pas. Il faut que cela soit bien clair. Restons toujours dans le sport. Une brève. Nouveau match nul pour les Léopards de la RDC qui affrontaient les Palancas Negras d'Angola ce mardi 17 octobre. C'était au Estadio do Bonfim à Setúbal en Angola. Ce nouveau match nul intervient après celui réalisé face à la Nouvelle-Zélande vendredi dernier. Les Léopards clôturent ainsi leur stage sur cette note en attendant les matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde prévus au mois de novembre prochain. L'actualité, c'est également en dehors des frontières congolaises. Place à la page internationale. La production de l'or et de l'Afrique du Sud au Ghana, et en Afrique du Sud présente deux dynamiques différentes depuis quelques années, avec une pente ascendante du côté de l'ex-Gold Coast et une tendance à la baisse dans la nation arc-en-ciel. C'est ce que confirme la lecture d'un rapport publié le week-end par Ecofin Pro, la plateforme de l'agence Ecofin dédiée aux professionnels. Jojo Moulamba. C'est depuis 2022 que le Ghana est redevenu le premier producteur africain d'or après avoir perdu ses statuts au profit de son rival sud-africain en 2021. Comment le Ghana a ravi à l'Afrique du Sud les titres de producteur d'or africain numéro 1 ? C'est le titre du rapport de l'Ecofin Pro qui précise que c'est un accident de parcours, à en croire l'auteur du rapport. La production d'or du Ghana est passée de 17 tonnes en 1990 à 500 tonnes en 2021. Elle s'est même stabilisée au-dessus de 125 tonnes à partir de 2016, avant d'atteindre un pic à 149 tonnes en 2018, année où le Ghana a dépassé pour la toute première fois la nation arc-en-ciel. Dans le même temps, l'Afrique du Sud a vu sa production d'or chuter progressivement pour tomber à moins de 100 tonnes sur 2 des 3 dernières années, alors qu'elle produisait 605 tonnes en 1990, année où le pays était encore le leader de la production mondiale d'or. Au nombre de raisons qui ont contribué à la baisse de performance de l'industrie minière sud-africaine, le rapport mentionne la difficulté à extraire de l'or. Les mines d'or sud-africaines sont vieillissantes et il faut creuser de plus en plus profondément pour récupérer le précieux minerai, ce qui entraîne des coûts plus élevés. À cela, il faut ajouter le problème de logistique et d'électricité qui touche l'ensemble du secteur minier local. Quant au Ghana, s'il connaît une forte croissance de sa production d'or ces dernières années, il doit encore gérer plusieurs défis. Selon le rapport, la gestion de l'exploitation aurifère artisanale demeure le problème le plus épineux à régler en raison de la présence dans ces secteurs de nombreux acteurs opérant dans l'illégalité. Les autorités tentent d'en venir à bout en associant répression, sensibilisation et mise en place d'alternatives pour les artisans miniers. Selon un rapport publié par la Fondation pour les études et recherches sur le développement international, la zone de libre-échange du continent africain, ZLECAf, peut jouer un rôle catalyseur dans l'industrialisation et le développement du continent en offrant aux investisseurs locaux et étrangers l'opportunité d'implanter des unités de transformation des matières premières en produits semi-finis ou finis pour servir un marché ouvert et interconnecté de 1,2 milliard de consommateurs. Dans ce cadre, il est recommandé d'améliorer la stabilité, les infrastructures et la numérisation des économies, notamment des services douaniers. Jojo Moulaba encore une fois. Intitulé « Développement industriel de l'Afrique, comment la zone de libre-échange continentale africaine peut-elle y contribuer ?» Ces rapports soulignent que la ZLECAf a le potentiel d'impulser l'industrialisation tant attendue du continent, de réduire sa très grande vulnérabilité vis-à-vis de l'extérieur et d'accélérer son développement économique et social à travers une augmentation substantielle de son commerce intracontinental. Dans ces objectifs, la ZLECAf vise essentiellement à dynamiser le marché africain et à développer le commerce intra-africain en réduisant ou en éliminant les barrières commerciales et en harmonisant les réglementations et les normes.
Cela contribuera à attirer les investissements transfrontaliers et internationaux sur le continent grâce à la croissance de la demande africaine. Un marché commun africain intégré et suffisamment ouvert devrait permettre aux pays du continent de convaincre plus facilement les investisseurs locaux et internationaux d'implanter et de développer des unités de transformation de matières premières en produits semi-finis ou finis, mais aussi de favoriser de synergies régionales d'industrialisation via des chaînes de valeur régionales et continentales. Une fois pleinement opérationnelle, la ZLECAf pourrait augmenter le commerce intra-africain de plus de 34% d'ici 2045 comparé à la situation d'un scénario sans la ZLECAf. À terme, le continent représentera un marché très attractif de 1,2 milliard de consommateurs potentiels sur l'ensemble des 55 États membres de l'Union africaine et un PIB cumulé de plus de 2 900 milliards de dollars américains. Et c'est l'heure de scruter l'actualité à travers les journaux parus ce mardi. Place à la revue de presse. Blest Gouzola, bonsoir Blest. Bonsoir Patrick Elunga. On va déjà commencer par cette actualité. Le général Christian Chiwewe, chef d'état-major, annonce 150 brigades de FARDC pour le mois de novembre. En effet, Patrick Elunga, c'est l'Avenir qui titre ce matin à sa une, le chef d'état-major général Christian Chiwewe annonce pour novembre 2023 de nouvelles brigades bien dotées pour le FARDC, déterminé à faire monter en puissance les forces armées de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a décidé du renforcement de l'armée nationale. C'est ainsi qu'à partir du mois de novembre 2023, de nouvelles brigades structurées, organisées et bien dotées seront sur terrain. L'annonce au nom du commandant suprême des FARDC et de la police nationale congolaise, PNC, a été faite lundi 16 octobre 2023 au camp au colonel Kokolo à Kinshasa par le chef de l'état-major général des FARDC, Christian Chiwewe, au cours d'une causerie morale des FARDC. On parle donc de 150 nouvelles brigades qui seront mises en place à partir du mois de novembre. Et après le drame de Mbandaka qui a coûté la vie à de dizaines de personnes, des Congolais en tout cas, le ministre des Transports Marc Ekila annonce qu'une toute baleinière vieille de plus de 5 ans en bois ne peut plus être opérationnelle. Effectivement, Patrick Ilunga, c'est Forum 2As qui a titré ce matin à la suite du naufrage, Marc Ekila aux animateurs, toute baleinière en bois vieille de plus de 5 ans ne peut être opérationnelle. C'est énième naufrage sur le fleuve Congo pourrait tout changer. Le ministre des Transports, voie de communication et des désenclavements formalise ce mardi 17 octobre la mesure interdisant toute embarcation en bois veille de plus de 5 ans de voguer. Marc Ekilali Kombio l'a annoncé au cours du briefing presse qu'il a animé conjointement avec le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya Katembwe hier lundi 16 octobre autour de la mise en œuvre du programme du gouvernement dans les secteurs de transport et voies de communication, réalisation et perspective. Actualité oblige, le ministre des Transports s'est d'abord exprimé sur le naufrage qui a fait plus de 40 morts au large de Mbandaka le 15 octobre courant. L'embarcation en bois a chaviré en faisant une manœuvre nocturne interdite, précise Ekila. À la suite de cet accident, nous avons convenu avec le président de l'UCAB, Union congolaise des armateurs de baleinières, de renforcer les mesures que nous avons prises depuis le 12 septembre dernier. Nous avions insisté sur la nécessité de séparer les transports des marchandises et les transports de personnes, a-t-il dit au micro à la presse qui était là hier au briefing organisé donc par le ministère de la Communication et Médias.
Et on va terminer par cette autre information. La profession pétrolière annonce un nouveau contingentement à partir du 18 octobre. C'est en effet Géopolis Hebdo qui a titré dans son journal la remontée de barges des carburants tendant vers l'arrêt. La profession pétrolière annonce un nouveau contingentement à partir du 18 octobre prochain. Dans une correspondance adressée le 11 octobre dernier à Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, avec amplation à Monsieur le Président de la République, à Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, à Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la décentralisation et des Affaires coutumières, à Madame le ministre d'État, ministre du Portefeuille, à Monsieur le ministre des Hydrocarbures, à Monsieur le ministre des Finances, à Monsieur le ministre des Transports, à Monsieur le délégué de la Fédération des entreprises du Congo, FEC en sigle, et aux membres du groupement professionnel des distributeurs de produits pétroliers GPDPP, l'association des distributeurs de produits pétroliers constituée des Angen, CEP Congo, Total Energy, Socir, Cobil et Finalog, à travers ses contacts épistolaires alertés le gouvernement de la République et l'ensemble des partenaires concernés par l'amenuisement des stocks sur la situation actuelle dramatique de société. Je paraphrase. Le groupement professionnel de distributeurs de produits pétroliers DPP a l'honneur de revenir encore une fois auprès de votre Excellence pour vous faire part de la situation catastrophique que traversent les sociétés pétrolières au risque de causer dans le tout prochain jour des perturbations sérieuses dans l'approvisionnement du pays en produits pétroliers. Tel est libellé l'extrait de cette missive du GPDPP dont une copie est parvenue à Géopolis Hebdo. Merci Blest, ce sera donc la fin de la revue de presse. Donc c'est la revue qui vous a été présentée par Blest Kouzola. Et c'est par ici que nous bouclons notre journal, mais avant de le boucler complètement, on va en rappeler deux principaux titres. La RDC, bien représentée en Angleterre pour un sommet, un forum sur le commerce et les investissements. Le rendez-vous économique connaîtra la participation de l'intelligentsia économique congolaise. Le vice-premier ministre en charge de l'économie, Vital Kamerhe, et le ministre de l'Industrie participeront à l'ouverture de travaux ce mercredi. Et puis, à l'international, vous l'avez suivi, la production de l'or est à double visage au Ghana et en Afrique du Sud. Elle est ascendante du côté de l'ex-Gold Coast. Elle est en baisse dans la nation arc-en-ciel. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur Géopolis Télévision.